On ouvre la dernière page de ce 21-23, une commémoration, un évidemment triste anniversaire en ce 7 octobre. Ce sont les 2 ans des attaques terroristes sur Israël. C'était donc le 7 octobre 2023. En ce moment, c'est en direct, vous le voyez en direct sur France Info, les images de la place des otages à Tel Aviv où se tient un concert en hommage à tous ces morts de cette journée, la pire attaque sur le sol d'Israël. 1200 morts environ, je crois. Je vais demander à mes invités le décompte exact, mais plus de 1200 morts. On l'a souvent dit sur ce plateau, pour que nos téléspectateurs français se rendent bien compte, si on rapporte à la population d'Israël d'environ 10 millions d'habitants et à la nôtre d'un peu moins de 70 millions, c'est comme s'il y avait eu à peu près 10 000 morts tués en France un jour d'attaque terroriste. On retournera d'ailleurs dans quelques instants sur cette place à Tel Aviv où se tient notre envoyé spécial Lise Vogel qui nous donnera son ressenti. Sur ce plateau, Julien Fouchet, bonsoir, on vous retrouve. Bonsoir, vous êtes journaliste, grand reporter pour envoyé spécial. On vous a fait venir ce soir, on vous avait déjà vu pour d'autres de vos reportages ici. Vous êtes l'un de nos grands reporters à France Télévisions et vous étiez justement avec Clément Le Goff. Le lendemain ou 2 jours après les attaques, vous avez été envoyé, voilà, le 9 octobre. Vous êtes allé dans ces kibboutz qui ont été attaqués. On va voir des extraits de vos reportages et évidemment, vous nous en parlerez. Et puis David Rigoulet-Rose, bonsoir. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan. Alors, juste, on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël en ce jour de commémoration. Notre correspondant Arnaud Miguet y était, justement, commémoration dans les kibboutz qui ont été attaqués il y a 2 ans. On regarde et on en parle juste après. Le kibboutz de Be'eri, à 3 km de Gaza, porte encore les traces de l'attaque terroriste. 102 personnes ont été tuées ici, l'un des bilans les plus lourds parmi les massacres commis le 7 octobre 2023. Tout ça était plein de vie. Tout le monde a été tué dans cette allée. Partout ici, les gens sont morts. Simone Parianti est l'unique rescapée française de ce kibboutz. En ce jour particulier, elle nous amène dans ses ruines, la maison de son meilleur ami, Mani Godard, tué avec sa femme. J'ai encore l'odeur du brûlé. Quand je reviens ici, pour moi, c'est le 7 octobre 2023. Tout revient, tous les cris, tous les tirs. Le kibboutz comptait plus de 1000 habitants. Simone y vivait depuis 34 ans. Voilà, on va faire un tour par là-bas maintenant et on arrive à Ici, elle connaît tout le monde. Mais je vous reconnais, vous. Quasiment personne n'est encore revenu habiter le kibboutz. Comme la française, ils ne sont pas encore prêts à surmonter le traumatisme de cette journée de l'horreur, où le temps semble arrêté. Il est 5h55 du matin. Les terroristes du Hamas, lourdement armés, entrent dans le kibboutz. Ils se filment et commence le massacre, passant méthodiquement de maison en maison pour tuer. Simone Parianti s'enferme avec son mari dans leur chambre forte, 30 heures durant. 2 ans après, celle que l'on surnomme ici Monette est toujours incapable de pousser la porte de sa maison. À quelques centaines de mètres de Gaza, cet autre kibboutz, Kfar Aza, autre lieu meurtri le 7 octobre, où les visages et non des habitants tués ou pris en otage sont affichés. Le kibboutz reste un lieu de mémoire, pris en photo. Il y a même une maison témoin des attentats. Je vous invite à entrer la voir à l'intérieur. Montrer ce qui s'est passé, photos des victimes, traces de balles et d'explosifs. On espère que la guerre va s'arrêter, on espère que les otages vont rentrer pour pouvoir reconstruire nos vies. Reconstruire une vie dans les kibboutz, c'est le rêve de Simone ou Monette, ici à Be'eri. Dans ces nouvelles maisons, il est prévu de faire revenir les habitants d'ici 2 ans. Julien Fouchet, quand on voit ces images, donc encore une fois ça date d'aujourd'hui, mais vous les avez vécues 2 jours après les attaques, vous étiez dans ces kibboutz avec Clément Le Goff. Je me rappelle les images de votre reportage, on va en voir évidemment des extraits. Racontez-nous cette journée, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous découvrez?
On y est allé déjà tout seul, sans l'armée israélienne. Donc on a découvert un kibbutz. Donc c'est une sorte d'oasis, un endroit paradisiaque qui est au milieu du désert, avec des arbres, des cultures et avec un silence de mort. Pas un bruit, des maisons dévastées, incendiées, la vie qui semble figée, des objets du quotidien qui traînent un peu partout. On y allait pour retrouver la maison de la famille des Bibas. À l'intérieur, on va en parler justement des Bibas. Le petit déjeuner qui était encore sur la table, les photos sur le frigo et personne. Et personne. Ça prend aux tripes. Oui, ça prend aux tripes. On est sur le lieu d'un massacre qui a eu lieu. Il n'y avait plus les corps quand on y était, mais c'est surtout le silence, et ponctué aussi par des bombardements sur Gaza, qui se trouve tout proche de ce kibbutz, et ça prend aux tripes, oui, effectivement. David Rigoulet-Rose, on réexplique, on redit à nos téléspectateurs, on sait à quel point ce débat sur Israël et ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est épidermique, mais on rappelle l'instant de cette journée de sauvagerie. Je disais en titre 1200 morts, ce serait l'équivalent de 10 000 pour la France. Est-ce qu'il faut replacer ça dans le contexte? Ça ne veut pas dire qu'on excuse ou qu'on occulte le massacre qui se passe en ce moment à Gaza, plus de 65 000 morts, mais est-ce qu'il faut reparler de cette journée pour comprendre ce qui s'est passé dans la mentalité israélienne? Ah oui, la psyché israélienne a été totalement ébranlée. C'est une nouvelle catastrophe pour la psyché israélienne. Et donc, effectivement, les séquelles ne peuvent pas s'effacer, et d'autant moins pour l'instant, en tout cas, que des otages sont encore détenus. Les choses pourront être reconfigurées dans la psyché israélienne une fois que tous les otages seront libérés, ce qu'on peut espérer. Il y a la question du deuil, y compris pour les corps, puisqu'il y a des otages décédés, et que dans la culture juive, c'est fondamental. Et donc, ce serait la fermeture d'un cycle de souffrance, effectivement, qui a débuté le 7 octobre par une catastrophe, un massacre terroriste, et qui se poursuit aujourd'hui avec les conséquences de la guerre à Gaza. Donc c'est un cycle de souffrance sans fin pour l'instant, et donc c'est pour ça qu'il y a des espoirs qui sont mis dans le plan Donald Trump. Il y a un consensus aujourd'hui qui semble se dessiner de toutes les parties pour que ça s'arrête, parce qu'effectivement c'est plus possible, et donc pour que les gens se reconstruisent. Alors on tente de se reconstruire. On va poursuivre l'exploration de ce qui s'est joué ce jour-là, mais on va tout de suite sur le terrain à Tel Aviv. On en profite. On vous retrouve, Lise Vogel. On voyait en début de page justement les images de ce concert. Ce concert vient de finir. Vous y étiez, Lise. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je crois que le concert s'est achevé sur la foule qui scandait « Ramenez-les tous », évidemment, en allusion aux otages. Oui, eh bien écoutez, c'est évidemment très émouvant de voir 30 000 personnes rassemblées ici selon les organisateurs pour communier, pour se retrouver, pour partager ce chagrin indicible pour lequel finalement ils ont encore du mal à trouver les mots 2 ans après. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Samuel Guibou qui m'accompagne, on a assisté à de nombreuses commémorations aujourd'hui sur le mémorial du Nova Festival dans le kibbutz de Nir Oz dont vous parliez à l'instant, et puis sur la place des otages de Tel Aviv. Et en fait, ce que tous les Israéliens nous disent, c'est qu'ils sont collectivement traumatisés et surtout qu'ils sont bloqués dans cette journée d'horreur. Pour les gens à qui nous avons parlé, nous ne sommes pas le 7 octobre 2025, nous sommes toujours le 7 octobre 2023, et notamment parce qu'il reste 48 otages toujours détenus à Gaza. Et donc, c'est cette souffrance-là qui s'exprime alors ce soir dans cette grande soirée commémorative avec des prières, des chants et aussi des
prise de parole, mais on sent vraiment une société tout entière qui ne peut pas faire son deuil tant que cette guerre n'est pas terminée et tant que des otages sont toujours détenus. Il y a d'ailleurs eu des prises de parole assez fortes ce soir en ce sens, celle d'un ex-otage et puis aussi celle du frère d'un otage qui a été tué par accident par les forces israéliennes, qui a lui fait un discours très applaudi et aussi très critique vis-à-vis du gouvernement israélien qui, c'est vrai, pour beaucoup de ses citoyens, n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait pour ramener plus vite ces otages. Merci beaucoup Lise Vogel en direct de Tel Aviv. Vous en avez parlé Lise, hein, vous avez parlé de ces visages, les visages de cette tragédie. Il y a évidemment des visages qui ont été malheureusement emblématiques, Julien, de ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous en parliez, la famille Bibas. On va voir un premier extrait de votre reportage. Vous allez nous expliquer pourquoi vous aviez choisi avec Clément Le Goff de faire de cette famille un symbole de cette tragédie. On regarde. D'autres hommes, armés, eux, s'attaquent aux maisons. Sur cette image, c'est celle de Yarden et Shiri qui est fracturée à la perceuse. Puis la terreur. Shiri et ses deux enfants, Ariel et Kfir. Autour d'elle, au moins 4 hommes. Ils parlent arabe, une langue qu'elle ne comprend pas. À droite, l'un d'entre eux a son polo taché de sang. Julien, donc avec Clément Le Goff et les rédacteurs en chef d'Envoyé spécial, vous partez déjà avec cette idée que voilà, vous allez essayer entre guillemets, de suivre cette famille qui va devenir un symbole tragique de cette journée-là. On la trouve en route parce qu'on part tout de suite. Hein, dès le 7 octobre, on cherche à partir. Le 8 octobre au matin, on prend le premier avion et pour la Jordanie, puisqu'à ce moment-là, c'était pas possible de rentrer par avion en Israël. On est passé par la frontière terrestre et il y a une profusion d'images des attaques sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on tombe sur l'image de cette maman avec ses 2 petits-enfants dans les bras, entourés d'hommes qu'elle ne comprend pas. Et ça nous saisit avec Clément Le Goff. Et puis on cherche donc à savoir comment on peut rentrer en contact avec sa famille, qu'est-ce qui s'est passé, qui est-elle. Donc elle s'appelle Shiri, les 2 enfants c'est Kfir et Ariel. Kfir, ce sera le plus jeune otage, le plus jeune otage du Hamas. Et à ce moment-là, on arrive à rentrer en contact avec donc la tante de ces 2 enfants, Ofri Bibas, qui sera l'un des porte-voix des otages, qui va être extrêmement active, le porte-parole de la famille Bibas, qui va faire la tournée des ambassades dans le monde pour plaider la cause des otages. Et donc on la rencontre vers le plateau du Golan, donc pas du tout vers Gaza. À ce moment-là, elle habite dans le plateau du Golan. Elle vient d'ailleurs de déménager, je crois 3 semaines avant, d'un kibboutz situé juste à côté de Niroz. Donc elle est sous le choc. Et on la rencontre dans un parc, un parc pour enfants, dans une ville complètement déserte, près du lac entre le lac du Tibériade et le plateau du Golan, avec ses 2 enfants à elle, et elle essaye d'avoir des nouvelles, des preuves de vie de son frère Yarden, du papa, qui a été pris en otage séparément, et aussi de sa belle-sœur et de ses 2 neveux. Et justement, alors on va regarder, puis après, avec David, on expliquera tout ça, mais on va regarder justement une autre séquence de votre reportage, justement la réaction de la petite cousine de ces 2 petits garçons enlevés. C'est une petite fille de 4 ans. Vous faites une séquence extrêmement émouvante avec Clément là-dessus. On regarde et on en parle après. Toham, 4 ans, comprend que quelque chose ne tourne plus rond et l'exprime par son comportement. Tout le frigo, et vous voyez, c'est des cœurs, c'est des papillons, et tout d'un coup, c'est ça. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est la première fois, c'est nouveau.
Et c'est tout gommé parce que papa, tu comprends pas ce qui se passe. Je crois que ça veut dire tout. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Quel mot? Et en gros que son oncle et sa famille, on les trouve pas. Ça suffit, arrête. Qu'est-ce que papa t'a raconté hier sur Yarden et Chéri? Tu t'en rappelles? J'ai compris ce qui se passe. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es stressée, maman. Oui, je suis stressée, c'est vrai. Julien, là, alors la séquence, y a pas c'est pas des séquences aussi violentes que ce qu'on a vu dans votre premier extrait où on voyait justement les terroristes du Hamas investir les maisons, mais voilà, il n'y a pas de sang, mais on sent toute la douleur derrière et toute une nouvelle génération qui va porter ce traumatisme-là. Oui, puis c'est difficilement compréhensible pour cette petite fille. C'est comment expliquer ce qui s'est passé dans le kibboutz de Nir Oz ce 7 octobre, comment expliquer ce qui s'est passé avec sa famille, où sont-ils en ce moment, puis même, j'ai envie de dire, même les parents, Ofri et donc son mari David, eux-mêmes ne savent pas, ils ont pas encore reçu de preuve de vie d'ailleurs à ce moment-là de Yarden, le père. Tout ce qu'ils ont, c'est cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit Chéri avec ses deux enfants. Encore une fois, cette vidéo qui a circulé dans le monde entier, hein, ces deux petites têtes rousses, des deux petits enfants et leur mère emmenés sur une moto, David Rigoulet-Rose. Il y a cette notion déjà avec une jeune génération là, la petite cousine Cassandre, peut-être d'une guerre sans fin. Et c'est la même chose de l'autre côté, c'est la même chose à Gaza avec des enfants qui voient des grands frères, des cousins, des pères se faire tuer. Bah justement, il faut casser ce cycle infernal. Hein. Il y a ça dans les tragédies grecques, hein, justement. Avec les grandes pièces, justement. Et il y a un moment, l'Oresti, notamment, fait que il y a un moment, il faut que ça s'arrête. D'une manière ou d'une autre. Et effectivement, parce que ça ne peut pas continuer sans fin. Sinon, c'est un conflit immaîtrisable. Et effectivement. Et le reportage est intéressant parce que on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors là, c'est le dessin, mais elle comprend quand même des choses. Hein. Elle ne le formule pas, mais elle comprend quand même. Hein. Et quand elle dit à sa mère « t'es stressée », ça prouve qu'elle comprend quand même beaucoup de choses, même si ça ne peut pas être traduit avec le langage des adultes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis dans les négociations actuelles. On va justement, on va en parler juste après un dernier extrait pour qu'on termine l'histoire de cette famille Bibas. Julien, vous êtes retourné en Israël en février dernier, je crois, puisqu'on a appris la mort de la maman, la mort des deux petits garçons. Leur père est revenu vivant de captivité, et vous y êtes retourné pour l'enterrement, un moment extrêmement fort et émouvant. Vous avez refait un reportage, l'enterrement de la mère et de ces deux petits garçons. On regarde et on en parle après. Les décès de Kfir, Ariel et Shiri sont confirmés 20 jours après le retour de Yarden. Leurs funérailles se sont tenues ce mercredi. Les deux enfants ont été placés avec leur mère dans un même cercueil. Accompagnés par tout un peuple, par leur père et leur tante, Ofri. Ariel, j'espère que tu ne m'en veux pas. Je n'ai pas réussi à vous protéger. Je n'étais pas là avec vous. J'espère que tu me crois quand je te dis que j'ai pensé à toi à chaque minute. J'espère que ça va pour toi là-haut. Apprends à Kfir à faire des grimaces et continue à amuser tout le monde là-haut. Ce désastre n'aurait pas dû arriver. Vous n'auriez pas dû être pris et vous auriez dû rentrer vivant. La catastrophe qui s'est abattue sur nous en tant que famille, en tant que peuple, n'aurait pas dû se produire et ne devra plus jamais se reproduire. Ils auraient pu vous sauver, mais ils ont choisi la vengeance. Nous avons perdu. Il n'y aura pas de victoire pour nous. Aucune personnalité, ni de droite ni de gauche,
Aucun membre du gouvernement n'a été invité à cet enterrement. La famille Bibas refuse toute récupération politique de leur drame. D'un mot, Julien, oui. Netanyahou était interdit d'accès là. On sent bien sa colère. Interdit d'accès à ses funérailles nationales qui étaient retransmises en direct sur toutes les télévisions israéliennes, qui était vraiment un événement grave et très important pour Israël, avec toute une nation en deuil ce jour-là. David, dans la minute qui nous reste, est-ce qu'on peut terminer sur un début de petite note d'espoir ? C'est ce qui semble se dessiner. En tout cas, il faut demeurer prudent, mais il y a la formulation d'un optimisme prudent au regard des négociations qui sont en cours, qui vont être difficiles. Mais chacun est conscient que c'est un moment charnière. Effectivement, ce qui se passe en ce moment à Sharm el-Sheikh, même si toutes les hypothèques ne sont pas levées. Mais enfin, en tout cas, il y a un consensus général qui ne prévalait pas antérieurement. Donc c'est ce qui laisse espérer que ça puisse déboucher d'abord sur un cessez-le-feu avec la libération des otages, et puis ultérieurement sur effectivement la mise en œuvre des paramètres du plan Trump pour sortir de l'impasse. Parce qu'effectivement, ça n'est plus possible. Et le Premier ministre israélien lui-même a été obligé de se ranger finalement aux impératifs du président Donald Trump, dont il est débiteur. Donc voilà, c'est ce qui permet d'espérer qu'il y ait une perspective plus favorable qui s'ouvre. Un tout petit espoir. Merci à tous les deux pour cette page de commémoration.